Alors, c'est bien beau tout ça, mais évidemment, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre comment est-ce qu'on va interpréter l'indice de difficulté. Et donc, en fait, il faut réfléchir comme ça. Si un indice est trop facile, c'est clair qu'on va se mettre dans le cas de vraiment facile, difficile par rapport à une capacité, d'accord? Donc, si un item est trop facile, eh bien, il va être réussi par une grande partie des sujets. Et donc, si cet item fait des différences entre des sujets, donc si cet item amène des réponses différentes par des sujets, ce ne sera que parmi les sujets vraiment très faibles. Donc les items faciles, ils permettent juste de discriminer entre les sujets très faibles, pas entre les forts, parce que tous les forts, ils ont réussi. Donc je ne pourrais pas avoir de différence grâce à ces items-là entre les forts. De la même manière, un item qui est difficile, tous les faibles, ils vont le rater. Donc je ne pourrais pas discriminer les sujets faibles entre eux avec un item difficile. Par contre, je pourrais, à la limite, faire la différence entre de très très bons sujets. Parce que peut-être que dans les très très bons, certains vont les réussir, d'autres vont le rater. Donc un item facile permet de discriminer parmi les sujets très faibles, c'est tout. Et un item difficile permet de discriminer parmi les sujets très forts. Mais c'est tout. Il ne permet pas de discriminer entre vraiment des sujets très différents entre eux. Et ça, c'est un petit peu le problème finalement d'items dont on aurait déterminé un indice de difficulté trop petit ou trop grand. En principe, le bon item, quand on parle d'un bon item, c'est celui qui va permettre justement de discriminer le plus et donc d'introduire le plus de diversité dans les réponses des sujets. Ça, c'est un bon item. C'est un item qui, lorsqu'on lui présente des sujets très différents, permet d'obtenir des réponses très différentes. Et non, c'est ce que je viens de vous dire, les items faciles ne permettront de discriminer que parmi les sujets faibles. Seuls certains faibles vont les rater. Oups, pardon. Et les items difficiles, eh bien, ne permettront une discrimination que parmi les sujets forts. Tous les faibles vont les rater et seuls certains forts vont les réussir. Et si on prend les items de difficulté moyenne, donc un coefficient un indice de difficulté autour de 0,5, ce qu'ils vont faire, c'est discriminer aussi bien les forts que les faibles. Donc ça, c'est bien pour pouvoir faire la différence entre les forts et les faibles. Oui, mais c'est pas tout à fait ça qu'on veut. Parce qu'on veut effectivement faire la différence entre les forts et les faibles, mais on veut aussi faire des différences parmi les faibles, entre les plus faibles et les plus forts des faibles, et parmi les forts, entre les plus faibles et les plus forts des forts. D'accord? Donc un bon item, il doit pouvoir discriminer l'ensemble des sujets, pas simplement faire deux groupes, les forts et les faibles. Et donc, en pratique, quand on va construire un test et qu'on va regarder les items, il est important d'introduire dans notre test des items qui auront des indices de difficulté différents. Faire un test avec juste des items d'indice de difficulté égal à 0,5 va juste me permettre de faire une différence entre des sujets dits faibles et des sujets dits forts, mais pas vraiment de nuancer à l'intérieur des groupes de sujets. Donc si je veux construire un test qui permette de bien faire la différence entre des sujets très différents entre eux, il faut que j'introduise dans mon test des items qui auront des indices de difficulté variés, différents. Alors une petite remarque, je vais vous montrer ça sur des schémas juste après. Une petite remarque, c'est important aussi dans la manière de présenter les items. Par exemple, dans un questionnaire scolaire, on dit souvent de commencer par des questions dites faciles, donc à fort indice de difficulté, pour rassurer l'élève, pour pas qu'il se démotive dès la première question et qu'il n'ait pas envie de répondre aux suivantes. Alors, de nouveau, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc tout ce que je viens de vous dire ici, regardez, est schématisé dans les slides qui suivent. Donc ici, vous avez en fait imaginé un test
qui contient un ensemble d'items. Chaque petite boule rouge, c'est un item. D'accord? C'est une question, c'est une épreuve ou test. Et vous voyez que finalement, mon test, que j'ai appelé le test 1, il n'est constitué que d'items avec un indice de difficulté 0.5. D'accord? Parce que toutes les boules sont situées ici autour de la valeur 0.5 sur mon axe de difficulté. Ça va jusque-là, toujours? Prenons des sujets qui sont très différents. Donc, je sais par ailleurs que mes sujets auxquels je vais faire passer mon test sont très différents sur le trait que je veux essayer de mesurer par mon test. Je le sais par ailleurs parce que je le sais. D'accord? Parce que j'ai fait passer un autre test qui mesure à peu près le même trait, donc je sais qu'ils sont très différents. Et donc, je veux voir si mon test, il va pouvoir me différencier justement ces différents sujets sur le trait. Mais à partir du moment où tous les items ont cet indice de difficulté à 0.5, qu'est-ce qui va se passer? Tous ces sujets-là vont réussir les items, d'accord? Tout ceux-là vont les rater. Et donc, si tous les items ont un indice de difficulté proche de 0.5, les résultats vont finalement s'exprimer simplement en un groupe de sujets qui va échouer à tous les items, c'est tout ceux-là, puisqu'ils sont en dessous des boules, d'accord? Et un groupe de sujets qui vont réussir tous les items. Donc on aura juste, alors que mes sujets sont bien différenciés sur le trait en question, si je leur fais passer mon test 1, tout ce que je vais obtenir comme résultat, c'est ceux-là ils sont nuls et ceux-là ils sont très bons. Ceux-là ils sont très faibles sur le trait, ceux-là ils sont très forts sur le trait. Mais je ne vais pas pouvoir différencier entre les sujets ici à l'intérieur et les sujets ici à l'intérieur. Pourquoi j'ai mis score nul et score max? Ceux-là, ils ont réussi tous les items parce qu'ils sont au-delà des items, au-delà des boules rouges. Tous ceux-là, ils les auront ratés parce qu'ils sont en dessous des boules rouges. Donc, ce n'est pas très intéressant. Et donc, vous voyez que avoir un test avec juste des items qui ont tous la difficulté 0.5, on dirait, oui, c'est ni facile ni difficile, donc ça c'est bien. Non, il en faut des comme ça. Mais il ne faut pas que des comme ça. Sinon, vous n'allez jamais pouvoir faire la différence, discriminer entre différents sujets. Alors, autre extrémité, je me dis, tiens, je vais faire un autre test, je vais l'appeler test 2. Et là, j'ai en fait un paquet d'items qui ont un grand indice de difficulté, des items faciles, et un paquet d'items qui ont un faible indice de difficulté, les items difficiles. Et il y en a autant, donc il y a autant de boules rouges à gauche que de boules rouges à droite. Il y a autant d'items faciles que d'items difficiles, ils ont tous coté de la même manière. Ils ont tous le même poids. Mon sujet A et mon sujet B, je sais que mon sujet B, sur le trait, il est beaucoup plus fort, entre guillemets, que mon sujet A. Si je leur fais passer à ces deux sujets, qui sont très différents sur le trait, si je leur fais passer mon test 2 en question, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le sujet A, il va réussir tous les items faciles. Il est au-dessus des items faciles. Donc il a réussi tous les items faciles. Mais il ne va réussir aucun des items difficiles. D'accord? Comme il y a le même nombre d'items faciles ou d'items difficiles, il aura un score égal à la moitié du score total. D'accord? Et le sujet B, exactement pareil. D'accord? Le sujet B, malgré qu'il soit plus loin sur le trait, mon test 2 ne va pas permettre de les distinguer. Parce que tous les deux, ils vont réussir les items faciles et aucun des deux ne va réussir les items difficiles. Et donc finalement, ils réussissent tous les items à haut indice de difficulté, ils échouent tous les items à faible indice de difficulté. Et donc ils ne sont pas différenciés par le test, ils vont en fait obtenir le même score moyen qui sera de 50% puisqu'ils ont réussi 50% des items. Donc ça, c'est pas intéressant non plus. Utiliser un test où je mets la moitié d'items faciles et la moitié d'items difficiles, c'est pas un bon test parce que ça ne va pas permettre de nouveau de pouvoir différencier des sujets qui sont en tout cas différents
sur un trait particulier. Ok. Alors je me dis, bah, tiens, je ne vais pas mettre le même nombre d'items faciles et difficiles. Je vais mettre plus d'items difficiles que d'items faciles. Autre exemple, donc je mets beaucoup de boules rouges du côté de l'indice de difficulté faible et moins de boules rouges du côté de l'indice de difficulté grand. Je reprends mes deux mêmes sujets sur le trait, paf. Qu'est-ce qui va passer? Ben, la même chose. Alors qu'ils sont très différents, ils vont tous les deux réussir très peu d'items, qui sont les faciles, et il n'y en a aucun qui vont réussir, il n'y en a aucun qui va réussir les items difficiles. Donc, idem que tout à l'heure, à part qu'ils n'auront pas le même score que tout à l'heure, donc tous les deux vont réussir les faciles, tous les deux vont rater les difficiles. Donc, je ne vais pas pouvoir les différencier, et ils vont tous obtenir un score d'échec, parce qu'ils auront réussi. Alors, j'ai calculé, je crois que j'ai 7 items faciles et 15 difficiles, donc j'en ai 22 en total. Donc, imaginons que chaque item a le même poids, un point 1. Eh bien, ils vont réussir 7 items sur 22. Donc, ils vont tous les deux rater. D'accord? Pourtant, il faudrait qu'il y en ait un qui réussisse mieux que l'autre, puisqu'on voit bien que B a l'air meilleur que l'autre. Ok? Donc ça, c'est pas une bonne solution aussi. On peut inverser, évidemment. Mettre beaucoup de faciles et peu de difficiles. Ben là, même chose. Hein. On ne va pas les différencier. Il y a juste que, cette fois-ci, ils auront tous réussi tous les deux. Ils auront un score de réussite parce qu'il y a plus d'items faciles. Ils vont réussir 15 items sur les 22. Donc, ils vont avoir le même score tous les deux. Ça va? Un score de réussite cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc, le 1, le 2, le 2' et le 2 secondes, ce sont des tests qu'il ne faut pas utiliser. Ce n'est pas comme ça qu'il faut, en tout cas, utiliser les items en fonction de leur indice de difficulté. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut faire ce genre de truc-là. À savoir, il faut quelques items faciles et quelques items difficiles et un certain nombre d'items qui soient à peu près entre les deux. Parce qu'alors, ici, je reprends mes deux sujets, le A et le B. Eh ben, les petites boules jaunes, en fait, mon sujet A, il va réussir 3 items, d'accord, les petites boules jaunes que j'ai reprises tout en haut. Mon sujet B, il va réussir jusqu'à la ligne où il est, donc il va réussir les verts, d'accord, ce que j'ai repris en vert. Et donc maintenant, vous voyez bien que le sujet A, il a réussi moins d'items que le sujet B, donc il aura un score plus faible que le sujet B. Le sujet A, il va avoir une mauvaise note, le sujet B, une excellente note. Et même si je prends encore deux sujets qui sont un peu plus proches sur le trait, avec une distribution comme ça des items, donc avec une distribution, donc ça c'est une distribution en fonction de leur indice de difficulté bien sûr, je vais même pouvoir distinguer des sujets qui sont plus proches sur le trait, mais qui sont... parce que vous voyez que le sujet C ne va pas réussir le même nombre d'items que le sujet D. Donc, vous voyez qu'il est important, alors qu'on se construit un test, d'avoir un ensemble d'items qui présentent des indices de difficulté variés. C'est-à-dire quelques items avec un indice de difficulté faible, quelques items avec un indice de difficulté plus important, et puis un ensemble d'items qui ait des difficultés autour de 0.5. Ça va, je vous ai montré pourquoi il fallait que ce soit comme ça. Donc, sont éliminés les items à trop fort ou trop faible indice de difficulté. Donc voilà déjà une espèce d'aide à la décision par rapport à la qualité des items. C'est que des items à trop fort indice de difficulté ou trop faible indice de difficulté, il faut les jeter. Ou alors, en tout cas, si on les garde, il faut les associer à d'autres items de difficulté moyenne. Et donc, alors, plusieurs auteurs s'accordent sur des normes. Il y a une espèce de seuil qu'on peut donner. Et donc, voilà, je vous les montre. En gros, tout le monde s'accorde sur le fait qu'il faut conserver les items dont l'indice de difficulté est compris entre 0.30 et 0.70. Et qu'il faut en tout cas jeter les items qui sont dans l'intervalle, donc plus petit que 0.10 ou plus grand que 0.90. D'accord? Donc ils sont hors de l'intervalle 0.10, 0.90.
Alors vous allez me dire, et entre point 10 et point 20 et point 30, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. Il y a d'autres indices dont on peut croiser l'information avec l'indice de difficulté, qui vont nous permettre de prendre des décisions un peu plus certaines dans ces intervalles qui sont un peu flous. Donc, c'est pas évidemment catégorique, mais en gros, les différentes recherches qui ont déjà été menées vont toutes vers cet intervalle d'utilisation de l'indice de difficulté entre point 30 et point 70, et en tout cas jeter tout ce qui est point 10 ou en dessous de point 10 ou au-delà de point 90, parce qu'ils sont soit trop difficiles, soit trop faciles. Ça va? Oui, ça c'est une petite remarque, c'est que si évidemment le nombre de réponses qui n'a pas été... Donc si les sujets ne répondent pas à tout, et que ce nombre de non-réponses est élevé, ça pourrait être du fait que les sujets n'ont pas eu le temps de répondre à toutes les questions, à tous les items. Et donc ce que vous allez mesurer, si vous prenez le score du sujet au test total, c'est non seulement le trait que vous voulez mesurer, mais aussi la rapidité du sujet, parce que c'est le sujet qui n'a pas eu le temps, n'a pas pu répondre. Et donc la mesure que vous allez obtenir ne sera pas une mesure valide, vous n'allez pas mesurer ce que vous voulez mesurer, parce que vous mesurez le trait, et quelque chose en plus qui a cette rapidité ou non-rapidité du sujet, donc à faire attention. Alors, autre petite indication pour prendre une décision par rapport aux valeurs de l'indice de difficulté, c'est que il y a un auteur, là, c'est vieux, en 1953, mais ça n'a pas bougé depuis, qui a montré que lorsque les items demandaient des réponses à choix, à travers différentes réponses, eh bien, l'indice de difficulté optimum devait se trouver à mi-parcours entre la valeur 1 et le niveau de chance. Donc, si j'ai un item où le sujet a le choix entre 4 réponses, le niveau de chance c'est 1 sur 4, c'est 0.25, et mi-parcours entre 0.25 et 1, c'est 0.625. Donc un item où le sujet a 4 possibilités de réponse, la valeur optimum de son indice de difficulté doit tourner autour de 0.625. Si vous n'êtes pas là ou pas, c'est que l'item n'est pas bon, c'est qu'il a un problème. Autre exemple, item dichotomique, le niveau de chance est à 0.50. Mi-parcours entre 0.50 et 1, c'est 0.75. 0.75, c'est donc la valeur optimum, la meilleure valeur pour l'indice de difficulté d'un item où il y a 2 possibilités de réponse. Excusez-moi, oui. Quand vous parlez d'indice de difficulté, vous parlez du prime, alors? À ce niveau-là, oui. Puisqu'on a la correction pour la chance. Alors, discrimination. Donc ça, c'est le deuxième indice, c'est l'indice de discrimination. Alors, pourquoi est-ce que... Donc c'est un deuxième outil que l'on peut utiliser pour évaluer la qualité d'un item.